Merci beaucoup à l'OCP et à l'Université de nous accueillir. Et merci pour la formidable démonstration faite par Monsieur Terrab en début. Et merci à nos deux modérateurs. Vous êtes beaucoup plus que cela, je le sais, pour vous lire et vous suivre et beaucoup apprendre de vous. Et je veux vraiment remercier tous nos panélistes et les start-upers et chercheurs qui viennent ici de présenter les choses. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas ici les répéter. Mais en effet, on a une conviction très forte, c'est l'importance de cette thématique de la sécurité alimentaire. Et je voudrais reprendre un peu, au fond, le fil des objectifs et de la démonstration par laquelle vous avez commencé. La conviction, c'est que d'abord, on a sous-estimé le défi planétaire. Je le dis plutôt depuis la France et l'Europe, mais il faut bien le voir, ces 15 dernières années, c'est plutôt un discours de décroissance agricole et agroalimentaire qui s'était installé chez les sachants. Et on voyait bien, on se disait, pour, en quelque sorte, tenir nos objectifs de décarbonation, justement, de changement d'habitudes alimentaires, on va aller vers des baisses d'objectifs. On l'a encore vu ces dernières années avec certains textes qui sortaient. C'est faux. C'est faux parce que la planète a de plus en plus d'habitants, et vous avez donné les projections à 2050, mais on a d'ores et déjà, parmi les 8 milliards d'habitants de la planète, vous avez redonné les chiffres, de la très forte, des famines qui existent dans certaines zones, mais de la très forte malnutrition pour plusieurs centaines de millions d'entre eux. Bon. Donc on a besoin de produire davantage. Simplement, on doit produire avec moins d'intrants, avec des règles qui sont différentes, avec des intrants mieux choisis. Et donc, s'inspirant de la recherche, il faut changer le modèle. Et je dirais le modèle historique, et là encore, il y a des déphasages, qui a été plutôt celui de la France et de l'Europe, reposant beaucoup sur la chimie, mais qui a permis de tenir nos objectifs d'après-guerre. Il faut réussir à le muter avec un modèle qui passe plus par, justement, de la robotique, qui passe plus par de la génétique, et qui passe plus par de l'adaptation des modèles hydriques et d'irrigation, et une meilleure connaissance des sols et l'adaptation de ces derniers. Bon. Et c'est cette petite révolution qu'on a à faire, mais je dis, première conviction, oui, on doit produire plus. On doit produire plus pour nous-mêmes, pour la planète, et parce que, ce faisant, on règle plusieurs problèmes. Un, celui de l'alimentation, et donc de la santé. Deux, celui du développement et des opportunités qui sont offertes à des centaines de millions, voire à des milliards d'habitants de la planète. 3, celui du climat, parce que c'est un objectif, votre projet l'a parfaitement montré, mais qui permet aussi pour partie de la reforestation dans certains endroits, et donc de la captation de CO2, parce qu'on va planter là où il n'y a rien, et c'est aussi une stratégie de lutte contre la désertification, et par la séquestration du carbone dans les sols, d'améliorer notre capacité de capture de carbone. Et puis enfin, c'est un objectif, on l'a peut-être moins évoqué dans nos échanges, et c'est normal, de pacification. Voyez la situation qu'on a eue autour du lac Tchad quand on a subi justement les mutations agricoles liées au réchauffement climatique. Eh bien, on a des situations de migration subie, on a des situations de crise du modèle justement du développement, et c'est là-dessus que les terroristes s'installent, que les groupes qui portent tous les trafics s'installent, et que la déstabilisation se joue. Et cette conviction, c'est celle qu'on essaie de porter au sein de ce qu'on appelle le 4P, hein, le Pacte de Paris pour les peuples et la planète, qui est d'abord un partenariat nord-sud, je crois vraiment exemplaire et assez atypique, qui a maintenant près d'1 an et demi, et où on a essayé, il y a une soixantaine de pays signataires, de dire au fond, il n'y a pas un nord qui va dicter au sud ce qu'il faut faire, en lui disant tu dois respecter les objectifs climatiques et renoncer à te développer. Et donc l'objectif de développement économique et de production, l'objectif de biodiversité et de climat et l'objectif de stabilisation géopolitique se relient tous à travers cet agenda. Et je crois que vous l'avez montré, mais je voulais commencer par cela et en soulignant peut-être l'importance aussi géopolitique qui est derrière. Ensuite, entre le Maroc et la France et entre l'Afrique et l'Europe, il y a un combat sur lequel nous avons, je crois, un rôle, en tout cas une conviction commune, c'est que nous avons besoin de renforcer une stratégie protéines végétales. L'Europe s'est installée dans une dépendance protéines végétales depuis des décennies.
On a décidé de relancer une souveraineté à cet égard, et c'est au cœur de la stratégie de l'Union européenne. Et le continent africain a besoin de la bâtir et de la renforcer à travers tout ce que vous avez démontré. Et je crois que ça, ce sont des combats profondément jumeaux. Et c'est celui qu'on a dans la stratégie souveraineté alimentaire européenne. Et c'est aussi celui qu'on porte à travers cette stratégie Afrique puissance agricole qui a été lancée. L'OCP était signataire de ce texte il y a 1 an au Forum de Paris sur la paix. Une fois posé le cadre, je veux remercier tous les acteurs qui sont là. D'abord, vous tous ici présents et les organisations que vous représentez, mais l'IRD, le CIRA, l'INRAE, le CNRS, CIHEAM qu'on a moins évoqué mais qui est très important, l'AFD qui porte et qui finance toutes ces stratégies, et puis les acteurs privés, évidemment l'OCP qui nous accueille mais qui, on l'a vu, est au cœur d'un écosystème, la Fondation Avril qui a aussi beaucoup fait pour porter beaucoup de ces projets, et tous ceux qui sont ici présents, parce que depuis des années, vous avez, à travers vos travaux de recherche, votre action sur le terrain, beaucoup fait pour faire avancer les choses, et je remercie les universitaires des 2 rives qui permettent de porter cette ambition. Maintenant, pour conclure de manière opérationnelle, peut-être 4 thématiques transversales et 2 convictions plus géographiques. D'abord, la première, c'est l'eau. Vous l'avez dit, et je dirais avant même les intrants, on a un sujet eau sur lequel la stratégie doit se renforcer. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire ici. Je suis très impressionné par la stratégie du Maroc en matière d'adaptation du modèle. À la fois les autoroutes de l'eau comme les projets de dessalement urbain sont une stratégie très holistique qui a été adoptée par le Royaume du Maroc. Je crois que nous, on a beaucoup à s'inspirer de cela. Nous avons nous-mêmes lancé une stratégie eau qui est en train de se déployer, qui est très important pour nos agriculteurs, mais qui est aussi très important pour l'ensemble de la population en France qui a à vivre ces transformations. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Cette stratégie eau, elle a 1 an et demi, mais elle a été fondée sur beaucoup de projets. Elle est en phase maintenant d'exécution. Il nous faut maintenant bâtir des stratégies plus régionales. Ça va être l'objet du One Water Summit qu'on lance en fin d'année à Riyad, en marge de la COP désertification. Et vraiment, sur ce point, je souhaite qu'on puisse promouvoir complètement ces modèles d'adaptation qui sont ici suivis et le faire en lien avec les chercheurs et les startups, parce qu'en effet, ce sont des sujets de cartographie qu'il faut avoir, d'utilisation des bassins versants et d'optimisation des circuits existants. Et là, le travail entre la recherche publique, académique, entre les États qui ont la capacité de ce travaux d'aménagement, mais aussi des organisations régionales. Si je prends un exemple de notre région, la question du Nil va devenir de plus en plus prégnante. S'il n'y a pas de coopération sur ce sujet entre les États du Nil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour rester pudique, nous n'aurons pas une solution durable sur la question de l'eau et de l'irrigation. Le deuxième élément, c'est celui du développement durable des filières. C'est au fond ce que vous avez parfaitement décrit. Et là-dessus, plusieurs initiatives ont été lancées. L'OCP et le Royaume du Maroc ont une stratégie qui est extrêmement féconde et vous l'avez développée dans beaucoup de pays, vous l'avez montré. On a essayé, je dirais, de l'accompagner avec ce qu'on a appelé FARM, qu'on a lancé au début de la crise liée à la guerre en Russie. Pourquoi? Parce qu'on a vu que beaucoup de pays étaient dépendants des engrais et des intrants venant de cette région. Alors, vous êtes un acteur alternatif. On a quelques acteurs au Nigeria qui sont alternatifs, même si je constate que les quelques acteurs africains, l'OCP fait exception à cet égard, produisent en Afrique, mais exportent la plupart du temps, pour rester poli et pudique, parce que c'est plus rentable de les exporter au Brésil, où les filières sont plus matures, que de les utiliser sur le continent africain. Bon. Et donc la construction de filières durables, quand on est encore dans de l'informel, est très difficile. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a essayé à faire avec le FIDA, mais avec aussi les structures de chaque pays, parce qu'au fond, c'est construire, je dirais, le système agricole primaire dans chaque pays. Et si on n'a pas ce système agricole primaire qui se structure, qui se sédimente, on peut dire tout ce qu'on veut. Les capitaux, les acteurs les plus innovants iront mécaniquement vers les pays qui ont ces filières qui se structurent et qui sont plus matures parce qu'il y a de la rentabilité. Et donc on a besoin de faire ce travail qui est très important, de construire des filières qui gagnent en maturité dans chaque pays,
Alors avec Farm et grâce à l'action du FIDA et de plusieurs d'entre vous, on a commencé dans plusieurs pays, Cameroun, Togo et autres. Mais on a besoin de le systématiser sur le continent africain pour avoir justement des filières qui se construisent et avoir cette capacité à construire de l'emploi et à sortir de l'informel. Et au fond, c'est un des enjeux aussi très importants pour le continent africain, c'est que si je puis dire, beaucoup, des centaines de millions d'Africains font de l'agriculture sans le savoir, si je puis dire. Mais c'est une économie informelle qui du coup n'a pas le degré de maturité qui permet d'une part d'avoir des financements, en tout cas de sortir du microcrédit, et d'avoir justement les solutions d'innovation ou de fertilisation et d'amélioration des sols qui va avec. Le troisième élément transversal, ce sont les sols. Vous l'avez très bien dit, je ne veux pas ici le répéter, mais je crois qu'on a besoin d'une stratégie peut-être plus systématique de cartographie. Vous l'avez lancé, j'étais très impressionné par ce que vous avez présenté. Là, je souhaite que vraiment tout l'écosystème français qui est là, à la fois côté financier et recherche, puisse vous accompagner dans ce travail, parce que c'est celui, que vous l'avez très bien dit, qui va permettre de gérer intelligemment les choses, d'avoir les stratégies adaptées, comme vous l'avez parfaitement dit, professeur. Le quatrième, c'est la formation et la recherche. On a besoin d'avoir une politique de formation primaire, mais aussi professionnelle et secondaire qui soit adaptée. Et ça, c'est le cœur des partenariats que nous sommes en train de nouer. Il y a des feuilles de route qui ont été signées par nos ministres en la matière ces derniers jours qui sont très structurantes. Mais c'est aussi maintenant ce qu'on veut faire avec beaucoup de pays africains. Je pourrais citer par exemple le Bénin, avec lequel on est en train d'avoir une stratégie très structurée, parce que le président Talon l'a totalement assumé, de formation dans les métiers de l'agriculture. Et donc on a besoin d'avoir cette stratégie de formation partout, et sur l'ensemble du continent africain, grâce à cette porte d'entrée que vous évoquiez réciproque, et d'avoir aussi une stratégie de recherche intégrée. J'ai cité nos organismes, et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, parce que c'est ce qui permettra de le décliner aussi pays par pays avec la spécificité de chacun. Et puis le cinquième point, c'est la question des plateformes et au fond de la gestion de la complexité. Et ça, je pense qu'avoir un écosystème comme celui que vous avez structuré, et ce que vous avez aussi parfaitement décrit dans vos interventions, c'est ce dont on a besoin. Et M. Zawi l'a aussi très bien dit en signalant les innovations récentes. La grande difficulté, c'est qu'on a beaucoup de micro-projets, on a beaucoup d'argent et on a des grands acteurs, mais la capacité à faire la jonction entre les deux, c'est l'aspect quasiment le plus complexe, parce que sinon on peut s'épuiser en très grandes conférences internationales où on va mettre des milliards sur la table, des gens auront des projets formidables sur le terrain, s'il n'y a pas ces truchements, et donc ces plateformes qui permettent à l'échelle de pays ou de filières, et au fond c'est une matrice, de faire descendre cet argent, cette mobilisation, cette recherche, ces projets sur du concret et du terrain, on ne pourra pas avancer au bon rythme. Et donc, en effet, avoir ces plateformes comme celles qui ont été faites entre IFC et OCP, celle qui a été faite aussi avec l'AFD, OCP l'année dernière, et qui est très importante, celle qui est faite avec beaucoup de fondations, Mo Ibrahim aussi et d'autres, permet justement de décliner tout cela sur le terrain. Maintenant, au-delà de ça, il y a deux projets qui me semblent refléter, enfin, un projet et une équation que je voulais rappeler ici, parce que paradoxalement, et M. Habis le soulignait, on en a très peu parlé, c'est la Grande Muraille Verte et la Méditerranée. Et je voudrais finir par là. Je crois qu'il y a un projet qui est très emblématique de tout ce qu'on se dit là et qui se décline géographiquement, qui est le projet de Grande Muraille Verte. Et je pense que vous en êtes, parce que vous avez décrit en quelque sorte un projet type. C'est un projet qui a plusieurs décennies, qui était un peu une belle endormie, il faut bien le dire, et qu'on a collectivement réveillé en janvier 2021. On était encore dans les tourments du Covid. Alors Prince Charles était venu, beaucoup de dirigeants africains étaient là, l'ECP déjà présente. Et ce projet où il y a une quinzaine de pays africains qui va du golfe de Guinée jusqu'au Maroc en allant jusqu'à l'Éthiopie, et cette dorsale au fond de la désertification. Et ce projet, où tous les grands bailleurs internationaux sont présents, mobilise 19 milliards de dollars. Il y a aujourd'hui une gouvernance établie, tous les pays sont dedans, et je veux insister là-dessus parce que très concrètement, on a fait sortir beaucoup de projets ces 3 dernières années. Et le projet de Grande Muraille Verte illustre très concrètement tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il permet, très souvent d'ailleurs à des femmes, mais à des femmes et des hommes de toutes ces régions, de sortir de l'économie informelle et de créer de la richesse. Il permet de refertiliser des sols.
il permet, avec des projets d'agroforesterie, de lutter contre la désertification, de recréer de la biodiversité et de recréer des capacités de capturer du carbone par justement de l'agroforesterie et de l'amélioration de la capacité des sols à séquestrer celui-ci. Et il fixe des populations et ce faisant se bat contre les migrations subies, les déstabilisations et ce sur quoi prospèrent tous les trafics et les mouvements terroristes. Et c'est la démonstration que cette approche très concrète, holistique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est celle aussi qui permet de réconcilier l'agenda des deux rives. Parce que sinon, on aura toujours un Nord qui reproche au Sud de ne pas tenir les migrations, oubliant que le Sud subit ces dernières et, en quelque sorte, les désordres des transitions qu'il subit sans en avoir, si je puis dire, produit les causes. Et donc, je veux insister ici sur le fait que la Grande Muraille Verte est un agrégateur de projets et de solutions qui me semble au nexus, justement, de tous ces sujets, vous l'avez dit, Monsieur le Directeur Général, et parfaitement illustratif de cela, et sur lequel je veux qu'on puisse faire ensemble, avec le Maroc, encore davantage dans les années qui viennent. Et puis le dernier point, c'est la Méditerranée. On en a au fond très peu parlé. Vous l'avez très justement dit dans une petite note introductive, mais on a parlé du Maroc, on a parlé de la France, on a parlé de l'Afrique, mais on est des deux côtés des rives de cette Méditerranée, qui subit souvent les conséquences justement de ces déstabilisations du modèle. Mais notre Méditerranée, et d'ailleurs notre front océanique pour nos deux pays aussi, on va avoir deux petites révolutions à vivre. D'abord, il faut penser la pêche et nos réserves halieutiques. On en a très peu parlé, ça a été évoqué, mais je pense qu'il y a un modèle là aussi durable qui peut donner des opportunités de création d'emplois et de respect de notre biodiversité, de nos écosystèmes marins. Et puis surtout, on a une révolution à penser du modèle agricole méditerranéen. Parce qu'on le voit bien compte tenu du stress hydrique qu'on subit, et en France on le voit complètement, on a un modèle méditerranéen qui est complètement à repenser. Et donc c'est un très gros travail à la fois de recherche, mais aussi productif. Je crois pouvoir dire que nos grands syndicats agricoles, comme nos filières, sont prêts à le faire. Et je sais que nos ministres qui sont ici présents en charge et de l'agriculture et de la recherche et de l'enseignement supérieur l'accompagnent. Mais on sait que c'est une stratégie à 10-15 ans. Moi, je pense que c'est une formidable opportunité de la concevoir ensemble, de la penser ensemble et de bâtir des solutions méditerranéennes ensemble avec les organismes ici présents. Le CIHEM, il est basé à Paris, présent aussi à Montpellier, et les instituts de recherche qui sont ici présents sont au cœur de la pensée de cette transition, mais on a cet effort à faire. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je voulais juste essayer de tisser ce fil entre vos interventions, nos convictions, mais vous dire vraiment avec beaucoup d'engagement, de détermination et d'admiration pour tout ce que vous avez présenté et ce qui est fait ici. La France souhaite être un partenaire dans la durée de cette souveraineté agricole pour l'Europe, pour le continent africain, mais aussi compte tenu de tous les enjeux qu'il y a derrière ce sujet. Merci infiniment en tout cas pour votre engagement, tout le travail fait.